Dans cette nouvelle capsule vidéo qui, en fait, sera la dernière capsule au sujet du système squelettique. Donc, au cours de cette capsule, on va étudier un peu plus en détail les vertèbres, la colonne vertébrale et aussi les différents types d'articulations qu'on va retrouver au niveau du corps. Première des choses, contrairement à souvent ce que les gens pensent, on imagine souvent que les os sont des organes lisses, mais c'est complètement faux. En fait, il y a beaucoup de relief au niveau osseux, et bien que je ne vous demande pas d'apprendre tous les termes associés à tous les types de relief osseux et leurs fonctions précises, je veux quand même que vous réalisez que le terme relief osseux, en fait, décrit, exemple, les petites bosses, les espèces de crêtes qu'on peut retrouver à la surface de l'os. Il y a des parties de l'os qui vont être lisses. Il y a aussi des trous, des cavités, des petits sillons, des espèces de petites dépressions, en fait, qui vont permettre, entre autres choses, le passage des vaisseaux sanguins ou encore des nerfs. Les surfaces lisses vont servir plus à la jonction de deux os pour former une articulation. Donc, on veut que ça soit lisse pour que ça s'emboîte parfaitement. Et les bosses et les crêtes, ces espèces de petites bosses qu'on va retrouver au niveau des os, généralement, ça sert de point d'attache. Donc, les tendons ou les ligaments, hein, vous vous souvenez, les tendons qui vont rattacher le muscle à l'os. Donc, on va les attacher après quoi? Ben, après, ces petites bosses, ces saillies qu'on appelle. Les ligaments, même chose, ce tissu conjonctif qui va relier deux os ensemble. Donc, ça, c'est bien important de comprendre qu'un os n'est pas lisse et que les différents reliefs que je viens de décrire ont des fonctions un petit peu différentes. Donc ça, il faut que ça soit clair pour vous. Maintenant, dans votre manuel, on vous montre tous les termes condyles, épicondyles, exemple, qui réfèrent à des reliefs particuliers que je ne vous demande pas d'étudier, évidemment. Puis ici, je passe très rapidement, mais c'est justement pour vous montrer un peu les différents reliefs osseux. Donc, exemple, ici, on prend l'humérus, l'os qui relie l'épaule à votre coude, donc au niveau du bras. On a des petites bosses ici, exemple, des sillons, donc des espèces de imaginez-vous un ruisseau, donc c'est un peu comme un ruisseau, une petite cavité de forme linéaire qui va permettre le passage de vaisseaux sanguins ou de nerfs, exemple. Surface plus lisse ici pour permettre l'articulation, exemple. On a aussi au niveau du fémur, de la cuisse, ce qu'on appelle le troncantère, qui est comme une espèce de grande saillie comme ça, près de la tête de l'os, évidemment. Donc, on voit des petites bosses aussi, par lesquelles on pourrait rattacher des ligaments ou tendons. Donc, c'est une image pour illustrer un petit peu ce que je vous présentais à la dernière diapo. Maintenant, vous avez à peu près 205, 208 os, ça varie un peu selon les sources d'information, mais quelques centaines, on pourrait dire, sans trop se tromper. Et l'ensemble de ces os sont divisés en deux grandes catégories en termes de squelette. Donc, il y a ce qu'on appelle le squelette axial, qui fait référence à l'axe, et le squelette appendiculaire, qui réfère aux appendices. Les appendices, d'un point de vue biologique animal, ça réfère à des pattes, à des membres, à des jambes, à des bras, à des doigts. Okay? Donc, axial, c'est l'axe vertical du squelette, ce qui est en vert, essentiellement tous les os du crâne, du visage, incluant la mâchoire et tout, et on descend par la colonne vertébrale. C'est ça, les os axiales, le squelette axial. On inclut la cage thoracique parce qu'elle est rattachée à une pièce osseuse centrale qui s'appelle le sternum. Et tout ça, en fait, c'est dans le positionnement vertical du corps, évidemment. Et le squelette axial, sa principale fonction, c'est de soutenir, exemple, le poids de la tête et tout ça. Donc, une fonction de soutien, permettre le positionnement du corps, le maintenir en position debout. Mais aussi, la grande fonction, c'est de protéger. Donc, le crâne, bien évidemment, pour l'encéphale, la cage thoracique pour les poumons, le cœur, etc. Donc, vraiment, et puis les vertèbres, bien sûr, pour la moelle épinière. Donc, c'est vraiment une fonction de soutien, de protection. Et ce qui va se greffer au niveau du squelette axial, c'est les membres, par exemple les bras, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, hein, clavicule avec les deux scapulas, les deux omoplates, ceinture pelvienne au niveau des hanches avec le bassin et tout. Donc, jambes, ceinture scapulaire incluant la ceinture pelvienne et scapulaire ici, et les bras. Donc là, on va parler de appendiculaire. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement les membres, c'est bien coloré ici en vert, et la fonction est complètement différente. Ici, c'est pour permettre le mouvement. Donc, deux types de squelettes, si on peut dire, deux divisions avec deux fonctions différentes et qui incluent évidemment des os
différents os à fonctions différentes. Certains qui vous fait bouger, pardon, et d'autres qui vous protègent, évidemment. Si je regarde un peu plus en détail la colonne vertébrale ici, donc on vous dit qu'environ 24 vertèbres qui sont comment je dirais, individuelles, bien séparées. Par contre, il faut faire attention parce qu'en plus de ces 24 vertèbres, il y en a un certain nombre qui vont être soudées ensemble, qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, qui forment le sacrum, donc la partie large ici à la base de la colonne vertébrale, et on a même à la fin le coccyx ici, petite vertèbre fragile qui se casse assez facilement. Vous l'avez peut-être vécu, c'est des fractures assez fréquentes, des fois suite à une chute, exemple. Donc, la plupart de ces vertèbres vont vraiment s'articuler une avec l'autre. Donc, la vertèbre supérieure ici s'articule avec la deuxième et tout ça, exception pour la première vertèbre cervicale qu'on verra en détail tantôt et celles qui vont être en position inférieure. Ce qui est plus important, c'est pour moi la colonne vertébrale, à quoi ça sert? Donc, votre première idée, en fait, c'est de protéger la moelle épinière, ce qui est tout à fait correct, mais il y a 3 autres fonctions que vous devez connaître. Donc, évidemment, la moelle épinière va passer au centre des vertèbres comme ça, et la vertèbre est littéralement un bouclier osseux qui va empêcher, absorber les chocs, empêcher les chocs mécaniques d'abîmer la moelle épinière, parce qu'évidemment, c'est quoi la moelle épinière qui passe au centre de ces vertèbres? Vous l'avez vu en première session. Il y a plein de fibres nerveuses qui vont passer ici, sensitives ou motrices, qui vont permettre donc la communication entre l'encéphale et le reste du corps. Donc, c'est vraiment un passage, une autoroute nerveuse extrêmement cruciale et essentielle. Donc, évidemment, on ne veut pas abîmer rien ici. Donc, on a les vertèbres pour protéger, bien sûr. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on a 3 autres fonctions. Exemple, la colonne vertébrale va permettre le maintien de la position debout. Vous allez voir, s'il y a des gens qui ont des déformations osseuses au niveau de la moelle épinière, le positionnement debout va être différent. La personne peut être voûtée vers l'avant et tout ça. Donc, très important pour se maintenir, évidemment. Bien sûr qu'il y a une contribution musculaire et tout, mais il y a une grande part de la colonne vertébrale et de sa forme qui va permettre le positionnement et le maintien de la position debout, si je peux me dire ça comme ça. C'est un appui vertical au corps, bien sûr, mais aussi on supporte le poids de la tête. Donc, les premières vertèbres cervicales ici permettent de supporter le poids de la tête. Si elles sont fragilisées, j'exagère, c'est pas le cas, mais si on avait des petites vertèbres fragiles ici, on pourrait les écraser s'écraserait sous le poids de la tête, en fait. Donc, c'est très important d'avoir des vertèbres fonctionnelles ici et suffisamment solides pour maintenir le poids de la tête. Donc, ça, c'est une autre fonction aussi qu'on oublie parfois au niveau de la colonne vertébrale. L'autre chose qui surprend tout le temps, c'est qu'il y a des courbures. Hein? J'en pointe une ici, puis une deuxième. Il y a 2 courbures. La colonne vertébrale est en forme de S, et c'est normal. Ça, c'est les courbures chez une personne en santé. Ces courbures, en fait, il y en a 2 principales. En fait, il y en a 4, mais les 2 principales ici que je vous montre, c'est la courbure thoracique et lombaire, donc sont plus évidentes à voir. Mais il y en a une petite également au niveau cervical, du cou, si vous préférez, et une au niveau sacral. Mais en fait, c'est surtout la courbure thoracique que j'ai pointée, lombaire, que je veux vous montrer, parce qu'elles ont un grand rôle dans la flexibilité de la colonne. Donc ça, c'est une des premières fonctions. Et c'est aussi une espèce d'adaptation du corps pour supporter des contraintes mécaniques. Et en fait, je pose la question, je ne suis pas physicien, je ne vais pas faire de la physique mécanique avancée, ce n'est pas dans mes compétences, mais on peut quand même illustrer. Si j'avais une courbe, en fait, j'ai très mal dessiné. Je vais faire dans un premier temps, tant que ma main ne tremble pas trop, une colonne vertébrale droite. Donc, elle est censée être droite très verticale. Donc, imaginez, si vous n'aimez pas mon dessin, imaginez-les très droites. Et là, je vais exagérer, mais exemple, si j'ai une courbure, 2 courbures en fait, mettons, je commence comme ça, une courbure, puis une autre comme ça. La réalité, c'est mon deuxième dessin. Et elle est où l'avantage? Pourquoi le fait d'avoir des courbes comme ça va m'aider à supporter le poids? Mais imaginez-vous que si j'ai une contrainte physique verticale comme ça, c'est beaucoup plus facile de casser une colonne vertébrale comme ça que si j'ai une espèce de courbure qui vient supporter la contrainte. On va être capable de répartir la contrainte mécanique, physique. Imaginez ça comme une espèce de force qui vient faire une pression ici. Ici, on va mieux supporter que si c'est droit ou que là, évidemment, si la pression devient trop forte, on risque de favoriser une cassure. Donc,
C'est peut-être difficile à imaginer, mais le fait d'avoir 2 courbures comme ça, principalement, en fait, il y en a 4, mais ces 2 grandes courbures-là vont permettre justement de non seulement répartir le poids, les contraintes mécaniques, mais aussi jusqu'à un certain point d'avoir non seulement une certaine flexibilité pour bouger, se pencher, etc., mais aussi pour absorber des contraintes mécaniques ou physiques. Donc ça, c'est une chose qui est importante de comprendre. Puis là, vous connaissez peut-être, c'est pas le sujet du cours, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de syphose, lordose. En fait, le plus populaire qu'on connaît bien, c'est la scoliose, voilà, c'est celui qui cherchait. Donc, c'est quoi ces maladies-là? Syphose, lordose, scoliose, c'est des déviations des courbures. Donc, au lieu d'avoir les courbures normales comme ici, on peut avoir des courbures anormales dans les différents axes. Ça peut être de point de vue latéral, vers, bon, peu importe, et on va donner un nom de maladie différent, mais si jamais vous entendez ces termes-là au cours de votre carrière, ben dites-vous que c'est des courbures anormales de la colonne vertébrale. Mais je ferme la parenthèse, c'était simplement pour votre culture. Probablement, c'est déjà le cas parce que vous avez étudié en détail les nerfs spinaux, dont vous connaissez les grandes régions de la moelle épinière. Ben, au niveau des vertèbres, c'est les mêmes termes qui reviennent. Donc, si je vous dis un nerf spinal cervical 1, ben c'est la vertèbre cervicale 1 qui est positionnée à peu près au même endroit. Donc, c'est les mêmes régions. Si vous en souvenez plus, c'est important de les connaître. Hein. Si votre patient a une fracture à la T3, je veux que vous compreniez que c'est dans la région thoracique 3. En fait, c'est la vertèbre thoracique numéro 3. Je ne vous demande pas d'apprendre tous les chiffres, à savoir s'il y a combien de vertèbres cervicales, tout ça ne m'intéresse pas, mais vous comprenez la nomenclature. Donc, où je veux que vous soyez à l'aise, c'est si je vous parle de vertèbres cervicales, là c'est marqué courbeux, mais mettons les vertèbres cervicales, c'est les premières. Donc, aussitôt que je quitte la tête, c'est la région en bleu ici, c'est les vertèbres du cou, en fait. Effectivement, il y a 7 vertèbres. Donc, quelqu'un qui porte un collet cervical suite à un accident, c'est autour du cou, évidemment, pour empêcher le mouvement de la tête qui pourrait abîmer les vertèbres déjà fragilisées, exemple. Les 2 premières sont un peu particulières parce qu'elles pivotent de façon... Elles sont très mobiles pour faire oui ou non de la tête. On verra ça peut-être un peu plus tard si on a le temps. Mais en gros, les vertèbres cervicales, c'est la première région ici. Elle protège donc la section haute de la moelle épinière. Ensuite, la nomenclature fait en sorte que la première vertèbre va porter le chiffre 1. Si je descends vers le dos, le bas du dos, ben là c'est 2, 3. Donc plus que le chiffre est gros, élevé, plus qu'on descend vers le bas. S'il est petit, c'est qu'on remonte. Donc évidemment, je veux que vous ayez une idée générale. Si vous entendez que votre patient a une fracture à la vertèbre C4, C pour cervical, votre premier réflexe, c'est de dire, OK, bon, le cou est affecté, c'est les vertèbres en haut du cou, et vous comprenez que C4, c'est un peu plus bas que C1. Donc, on descend à peu près ici au milieu. Même si vous ne connaissez pas le positionnement exact de la vertèbre entre la 5 et la 6, ça ne me dérange pas, mais vous êtes capable de savoir, ben, c'est très haut dans le milieu ou un peu plus bas. C'est le concept. Maintenant, une fois que vous avez passé la région cervicale, ici en bleu, ce que je pointe présentement, on va parler de vertèbre thoracique. C'est la même nomenclature, 1, 2, 3. Donc, plus le chiffre est élevé, plus qu'on va descendre vers le bas. Mais maintenant, on va les désigner par un T pour thoracique. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, je le dessine en rouge ici. Les vertèbres thoraciques sont ici. Ils réfèrent au positionnement de la cage thoracique. Donc, c'est à peu près l'équivalent de votre cage thoracique en termes de hauteur. Donc, c'est tous les vertèbres qui vont se situer ici. Il y en a 12, en fait. Et voilà, donc vous êtes donc si je dis que la T7 est affectée, puis la T8, mais vous savez que c'est à peu près au centre de la région thoracique. Donc vous êtes capable de vous situer à peu près en termes de fracture. La région lombaire, ça va être vraiment après la région thoracique. Donc les vertèbres lombaires, il y en a moins, il y en a 5, à peu près ici dans la région du bas du dos, juste un petit peu avant les hanches. Et donc voilà. Et à la fin, après la région lombaire, là, on parle du sacrum. Donc ici, on a 5 vertèbres qui sont soudées. Donc il n'y a vraiment aucune mobilité ou souplesse ici par rapport aux autres vertèbres qui sont semi-mobiles. Et les 2 premières cervicales, très très mobiles pour le mouvement de la tête. Et dernière région, coccyx. Donc il y a 4 vertèbres coccygiennes ici qui sont soudées aussi. Puis il n'y a pas vraiment de rôle ici.
généralement le coccyx, quand on se le brise, c'est vraiment la petite portion ici. Il y a des gens qui pensent que c'est un vestige de nos ancêtres animaux en termes de queue. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à mon avis. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais c'est dans l'imagerie populaire, en fait. Mais une chose est sûre, en termes de protection biologique, plus ou moins efficace, les vraies vertèbres qui protègent vraiment la moelle épinière, là, on est vraiment dans les vertèbres précédentes ici. Une vertèbre, à part des deux premières qui ont une anatomie un peu exceptionnelle, ont une structure similaire, en fait. Donc, il y a toujours des espèces d'épines osseuses comme ça ici, qu'on appelle des processus épineux. En fait, le central, c'est un processus épineux. Les deux sur le côté, on change un petit peu de nom. On parle de processus transverse, exemple. Les facettes sont plus ou moins importantes. Et tu as le corps de la sporocnide, donc, et le corps vertébral, qui est vraiment ce que j'encercle ici, qui est la partie massive de la vertèbre, qui donne la solidité, en fait, principale à la vertèbre. C'est la partie où il y a le plus de masse osseuse, évidemment. Ce qui est important, c'est le trou ici au centre. Donc, cet orifice, cette cavité qui laisse passer la moelle épinière. Donc, c'est vraiment au centre que la moelle va circuler. On appelle ça un foramen. Foramen, ça veut dire trou vertébral. Donc, c'est le trou de la vertèbre. Donc, littéralement, c'est ici que la moelle épinière va passer. Et comme les vertèbres sont emboîtées une par-dessus l'autre, bien évidemment, un peu comme une série de beignes. Hein, mais imaginez-vous 20 beignes, 21, 30 beignes, un par-dessus l'autre. Puis, vous passez un crayon au centre de vos trous de beignes. Bien, chaque beigne est une vertèbre. Puis, le crayon, c'est la moelle épinière, évidemment. C'est un petit peu comme ça qu'on est constitué. On a déjà parlé des disques intervertébraux colorés ici en turquoise. Donc, ces espèces de tissus sous forme de coussin, si vous voulez, fibrocartilagineux. Donc, c'est du fibrocartilage qui va empêcher le choc entre deux vertèbres. Puis parfois, malheureusement, ils vont après un accident, exemple, ou une chute, la vertèbre ici peut aller écraser complètement le coussin, le disque, et les deux vertèbres peuvent se souder, donc ce qui amène différents problèmes, évidemment. L'autre chose ici, c'est on voit les vertèbres en termes d'anatomie, mais avec une vue de face et de côté, exemple. Donc, les processus, j'en ai parlé. Le foramen vertébral, j'en ai parlé. La seule chose que vous devez faire attention, il y a deux foramens. Donc, celui de la moelle épinière, le foramen vertébral, je l'ai réglé, mais ne mélangez pas avec le foramen intervertébral. Donc, foramen vertébral, c'est le trou au centre d'une vertèbre, mais intervertébral, on parle ici entre les vertèbres, donc c'est ce que je colore en rouge ici. C'est pas du tout pour la moelle épinière, en fait, c'est un espace pour laisser passer les nerfs spinaux. Donc, ceux que vous avez étudiés à la dernière session, évidemment, les nerfs spinaux ne pourront pas passer directement à travers l'os, donc on leur laisse un espace pour sortir comme ça de la moelle épinière et se faufiler entre les vertèbres, tout simplement. Donc, juste faire attention de ne pas mêler les deux termes, même s'ils sonnent pareils, deux fonctions différentes. Foramen vertébral pour la moelle, alors que l'intervertébral, c'est pour laisser passer les nerfs spinaux. Ici, c'est intéressant. On oublie les deux premières vertèbres cervicales. Ce que je voulais vous faire réaliser, c'est que l'anatomie des vertèbres change un petit peu selon leur positionnement. Donc, les vertèbres cervicales, exemple, si on oublie les deux premières, on part de la C3 et de la C7, ont cette forme-là. Les thoraciques, ici, et les lombaires. Ça se ressemble énormément. Hein? Exemple thoracique, on reconnaît les trois épines ici osseuses, la même chose ici. Le corps vertébral, même chose. Cervical, une version un peu plus légère, mais qui est quand même assez similaire. Et ce que vous réalisez, évidemment, c'est que plus que je descends vers le bas du dos, donc je pars de la région cervicale vers les vertèbres thoraciques, vers les vertèbres lombaires, c'est la même forme générale, mais il y a des changements. On se rend compte que le corps vertébral est beaucoup plus large et beaucoup plus lourd vers les dernières vertèbres lombaires. Exemple, une L1 puis une L6. La L6 va être beaucoup plus large que la L1, mais elle va l'être encore beaucoup plus que les thoraciques. Le corps vertébral au niveau thoracique, même s'il va gagner en amplitude, exemple entre la T1 et la T6, va rester quand même plus petit que ce qu'on voit au niveau lombaire. Donc, plus que je descends vers le bas du dos, plus le corps vertébral va être large, plus il va être épais, plus que les processus épineux ici, les épines et tout ça, va être large et épaisse. Et pourquoi? Pourquoi on voit cette différence d'anatomie? C'est simple. Plus que je descends vers le bas du corps, plus que j'ai un poids important à soutenir. Donc, positionnement au niveau de la tête, ben, j'ai le poids de la tête, mais si je descends vers le bas du corps, ben, j'ai tous les organes supérieurs, j'ai tous les muscles, les tissus qui vont se rattacher, et donc on devra avoir un
pardon, une vertèbre le plus large possible pour supporter un maximum de poids. Donc, elle doit être plus épaisse et plus forte. C'est simplement pour ça. Et ça explique le fait que plus qu'on descend vers le bas, plus que les vertèbres vont être larges pour supporter justement un poids plus important. Les deux premières vertèbres sont particulières. Si vous regardez l'anatomie, regardez bien, je vais faire un retour en arrière. Donc, la cervicale 1, qu'on appelle la classe, ou la cervicale 2, qui est en dessous, qui s'appelle axis. Si vous regardez bien la morphologie, l'anatomie de ces deux vertèbres-là, ça ne ressemble pas du tout à ce que je vous ai présenté ici. Et pour quelle raison? Parce que, en fait, c'est très simple. Atlas et axis, ou C1, C2, n'ont pas de fonction tellement dans le support du poids de la tête. C'est plus le cervical 3, 4, 5, 6, 7 qui va faire ça. La principale fonction, c'est des vertèbres très, très mobiles. C'est pour ça qu'elles ont une forme un peu particulière. Et les deux vont s'emboîter et vont être très, très amovibles et très, très mobiles. Parce que ces deux vertèbres-là, qui, grâce aux contractions musculaires adéquates, vont permettre de bouger la tête dans un axe vertical, exemple si vous dites oui de la tête, ou l'axe horizontal si vous dites non. Donc, dans ce cas-ci, c'est la C1, ou par son nom particulier, Atlas, qui permet de faire pivoter la tête pour dire oui, alors qu'Axis va vous permettre de dire non. Mais c'est les deux exceptions, c'est les deux seules vertèbres qui peuvent permettre des mouvements de la tête comme ça. Donc, ici, on va s'intéresser un peu plus aux articulations. Je vous avertis, en termes de concept, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. En fait, c'est relativement simple. Ça va être plus un travail de terminologie. Donc, il va y avoir plusieurs nouveaux termes pour vous qui va peut-être vous sembler un peu plus complexe. Donc, ça va être un effort d'étude un peu plus de type par cœur que de la compréhension auquel vous avez été habitué dans les derniers systèmes. Donc, en termes d'articulation, en fait, on les classe selon différentes façons dans votre corps. Hein. On peut les classer de façon structurale, donc ça, c'est plus en termes d'anatomie, comment elles sont faites. Mais on peut aussi classer vos articulations en termes de fonction, à quoi elles servent. Donc, c'est deux façons de les classer. Il faut être à l'aise avec les deux manières. Mais avant, je vais vous définir c'est quoi une articulation. En fait, j'aime bien le dernier point ici. Là, on vous dit que c'est une jonction entre deux os. Tout simplement. Ça peut être entre un os et un cartilage, mais généralement, je trouve que la définition simple de dire que c'est un point de jonction, un point d'union entre deux os, ça définit très très bien le terme d'articulation. Puis, c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir un point comme ça de jonction, parce que les os sont rigides, donc ça ne plie pas, ça ne bouge pas. Alors là, on va faire un peu de science-fiction, c'est une chose qui va de soi, je suis certain, mais je vais quand même l'expliquer au moins une fois. Imaginez vos doigts et votre épaule. Et exemple, c'est pas vrai évidemment, mais exemple, si on avait un os qui partait de l'épaule et qui allait juste au bout des doigts, et ce serait comme une grande tige sans aucune articulation. Donc, pas de jointure, pas de coude. Bien, votre bras, là, il ne ferait pas beaucoup de mouvements. Hein? Donc, ça serait simplement l'articulation au niveau de l'épaule, mais vous seriez incapable de plier le bras, exemple, de ramener le bras vers vous pour faire une flexion du bras. Alors, plus qu'on a d'articulation, plus que ça va nous permettre d'avoir une grande variété de mouvements, évidemment. C'est bien beau d'avoir des muscles qui vont tirer par leurs tendons sur l'os, mais ça me prend des articulations pour rajouter en termes de mobilité. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'unir deux os comme ça. Ça nous permet d'aller chercher une meilleure amplitude de mouvement, évidemment. Maintenant, si on les classe de façon structurale, toutes les articulations de votre corps rentrent dans une des trois catégories. Donc, on peut avoir des articulations fibreuses, cartilagineuses ou synoviales. Je vais vous définir ça bientôt. Et on peut aussi pas tenir compte de la structure de l'articulation, mais plus à quoi elles servent. Et comme je viens de le mentionner, la principale fonction d'une articulation, c'est de permettre un mouvement. Donc, tu as des articulations qui sont littéralement mobiles, qui permettent une très, très grande amplitude de mouvement. Je pense, exemple, aux doigts, au niveau des jointures, du genou aussi. Maintenant, vous avez des articulations qui sont complètement immobiles. Ça peut vous surprendre au premier coup d'œil. Ben là, moi, je veux pas. Hein? Je veux des articulations qui bougent, mais ça dépend. Votre crâne, on ne veut pas de mouvement au niveau du crâne. Vos articulations crâniennes, parce qu'il y a plusieurs os, et même si c'est des os plats, au niveau du crâne, on a en fait des plaques osseuses qui sont unies par
un type d'articulation très particulier, mais qui ne bouge pas. Les os du crâne ne bougent pas, ça serait dangereux, là. Donc, on va souder ces articulations-là entre deux plaques osseuses, entre deux os, exemple. Donc, ils sont complètement immobiles. Donc, il y a des endroits dans votre corps où on ne veut pas de mouvement au niveau des articulations. Et on a une catégorie d'articulations qui rentre un petit peu entre les deux. On dit qu'ils sont semi-mobiles. Je pense aux côtes. Ça, c'est un bon exemple. Les côtes ne bougent pas comme les bras et les jambes et les doigts, bien sûr. Mais elles doivent bouger un peu plus que le crâne parce que lors de la respiration, il y a une certaine amplitude qui va se prendre au niveau de la cage thoracique. Donc, ça permet un mouvement limité, mais il y a quand même un mouvement. Donc, on va les classer dans les semi-mobiles. Donc, je commence par vous décrire un petit peu la classification structurale. Donc, évidemment, ce qu'on appelle la classification, l'articulation fibreuse, le nom le dit très bien, c'est des articulations qui sont composées de fibres. Généralement, c'est du tissu conjonctif qui est dense, régulier, puis ça c'est un détail, c'est pas grave, mais c'est du tissu mou, très fibreux, peut avoir des fibres de collagène et tout. Et l'exemple que j'aime bien, c'est les sutures au niveau du crâne. Donc, on regarde ici, on voit en fait là, les espèces de petits zigzags que j'ai colorés en rouge ou en bleu ici. Il y en a une autre ici. Donc, peut-être que vous pensez que le crâne, c'était un seul os, mais c'est faux. Hein? Il y a plusieurs os. Donc, déjà ici, ce que je pointe, c'est 3 plaques osseuses différentes, une quatrième. Comment on va attacher ces exemples, l'os frontal ici au pariétal en arrière? Comment ils vont se fixer ensemble? Bien, j'ai une articulation très particulière, un peu qui rappelle un peu une fermeture éclair, qu'on appelle une articulation fibreuse. Et c'est des fibres comme ça, des protéines, de collagène et tout ça, qui vont venir unir ces deux plaques osseuses. Donc, c'est évidemment une articulation faite de fibres et qui ne bouge pas ici, évidemment, pour maintenir, en fait, rattacher les deux plaques crâniennes ensemble ici. On peut avoir ce type d'articulation au niveau des dents aussi. En fait, à la base de la dent, on a ce genre d'articulation fibreuse aussi qui va venir fixer la dent, qui est un os en passant, qui est recouvert d'émail, qui a un revêtement un peu particulier pour un os, mais quand même, c'est le même type d'articulation. Et ce qu'on appelle les syndesmoses, donc ça c'est un premier terme un peu bizarre pour vous, en fait, c'est une articulation interosseuse. Exemple ici, les os de l'avant-bras. Exemple, l'ulna et le radius, entre les deux os. Ulna, en passant, vous avez peut-être connu dans une autre vie le terme cubitus, c'est la même chose. Donc, ici, ce qui est en vert, c'est ces espèces de fibres comme ça, de tissu conjonctif, qui va rattacher les deux os. Donc, c'est quand même une espèce d'articulation qui unit les deux os ici, comme ça. Donc ça, c'est pour l'articulation fibreuse. Essentiellement, elle est faite de fibres, mais on remarque qu'ils ont un point commun également. C'est généralement pour fixer les os et limiter leur mouvement. On a aussi des articulations cartilagineuses, donc faites de cartilage. On en a déjà parlé par le passé. Donc, exemple, on peut avoir le cartilage hyalin, parfois aux extrémités des os longs, comme l'humérus ou le fémur. On peut avoir la symphyse pubienne, donc qui va unir ici les os qu'on va retrouver au niveau du bassin. Du fibrocartilage pour les disques intervertébraux. Donc, c'est vraiment l'idée, le terme clé, c'est parce qu'il y a du cartilage au niveau de la structure, évidemment. Donc, il change de nom en fonction de la composition de l'articulation. Une qui est très particulière, c'est les articulations synoviales. Elles sont beaucoup plus complexes et c'est celle que vous connaissez le mieux, généralement, entre autres à cause du genou. Donc, c'est des articulations qu'on va retrouver au niveau du coude, du genou, des jointures, au niveau des doigts ou des orteils. Et c'est une articulation, qui est très complexe en ce sens où c'est une espèce de capsule remplie de liquide. Donc, premièrement, il y a une cavité ici. Donc là, ici, c'est l'exemple, ça peut être le genou, mais c'est vrai pour le coude, c'est vrai pour les jointures. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de capsule avec un espace au centre qui va être rempli de liquide. On appelle ça la synovie ou le liquide synovial. 3 fonctions. C'est en fait beaucoup comme de l'eau, du plasma ou du liquide cérébrospinal. C'est toujours un liquide qui se ressemble. Dans ce cas-ci, c'est donc essentiellement de l'eau avec des molécules puis des nutriments en circulation. Mais la première fonction, c'est de lubrifier. Donc, le fait qu'il y ait de la synovie comme ça ici, dans une articulation synoviale, ça empêche, premièrement, l'effritement des deux os ici. Ça permet de lubrifier le tout pour empêcher justement ces frictions.
En plus, ça va nourrir les cellules ici à la surface. Donc, on peut amener du glucose ou différents nutriments. Entre autres, ici, c'est une surface de cartilage, donc il y a des chondrocytes. Vous vous souvenez que le cartilage, c'est avascularisé, il n'y a pas de vaisseau sanguin, donc pour les nourrir, c'est un peu plus compliqué. Et une façon de faire dans l'articulation synoviale, c'est d'avoir des nutriments qui vont se promener dans le liquide comme ça pour nourrir les cellules comme ça, de part et d'autre dans le cartilage. Et ça sert de coussin liquide également pour amortir le choc. Donc, si on reçoit un choc ici, une contrainte mécanique quelconque, ben, j'ai une certaine quantité de liquide qui absorbe le choc avant d'arriver à l'os. Donc, ça protège aussi contre les chocs mécaniques jusqu'à un certain point. Donc, en plus de la cavité et du liquide, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, la fameuse capsule ici que je parlais, qui est en fait du tissu conjonctif qui va entourer comme ça, on voit ici, là, qui va entourer l'articulation. Il y a des ligaments là-dedans qui maintiennent tout ça en place. Donc, on voit que c'est beaucoup plus compliqué comme en termes de structure. Puis, en même temps, j'ai aussi du cartilage comme ça à la surface de l'os ici. Puis, sur l'autre surface comme ça aussi, pour permettre la protection des deux os ici à leur extrémité, à leurs épiphyses. Donc ça, c'est la structure classique d'une articulation synoviale. Et généralement, contrairement, exemple, aux plaques crâniennes et aux sutures que je parlais tantôt, ici, quand on est en termes de synovie, c'est toujours visible dans des articulations où on a une grande amplitude de mouvement. Exemple, le genou, le coude ou les doigts en termes de jointure. Une autre façon de classer les articulations, c'est en termes de leur mobilité, comme je disais tantôt, mais là, on va apprendre les vrais termes médicaux. Donc, quand on parle d'une articulation immobile, on parle de synarthrose. Donc, l'exemple classique, c'est les articulations que je parlais tantôt au niveau du crâne, exemple, ou des dents, donc qui étaient faites de fibres, c'est vrai, on disait que c'était des fibreuses, mais en même temps, ces articulations-là peuvent porter le terme de synarthrose, en ce sens où les os ne bougent pas, ils sont complètement fixes. Quand c'est semi-mobile, comme l'exemple la cage thoracique, ou encore au niveau de la symphyse pubienne, qui est particulièrement évidente chez la femme qui va accoucher, ça permet, on veut une certaine amplitude, un certain mouvement au niveau ici, au niveau de la partie inférieure du bassin pour permettre le passage du bébé au cours de l'accouchement. Donc évidemment, si c'était de l'os ici, les os seraient soudés et seraient immobiles. On parlerait de synarthrose. Mais ici, on va parler d'amphiarthrose parce qu'ici, on permet un certain mouvement. Pas la même amplitude qu'un bras ou une jambe, évidemment, mais plus que ce qu'on pourrait observer au niveau des plaques crâniennes. Même chose pour la cage thoracique, il y a un certain mouvement qui va se faire au cours de la respiration, exemple. Donc, évidemment, bouge un peu plus, c'est semi-mobile, donc on parle d'amphiarthrose. Les véritables articulations qui permettent un grand mouvement, on dit que c'est la diarthrose. Donc, quand vous voyez ce terme-là, c'est des articulations qui permettent une grande amplitude de mouvement. Et généralement, la diarthrose est associée aux articulations synoviales. Donc oui, j'ai dit tantôt que l'articulation synoviale, on les appelait synoviales parce qu'elles avaient une capsule, la synovie liquide, une structure particulière et complexe. Mais elles font également partie des articulations mobiles, donc diarthrose, ce qui nous indique que c'est une articulation qui bouge beaucoup, donc pour le mouvement au niveau des épaules, coudes, genoux, etc. Et là, il y a une relation, c'est peut-être le seul concept à comprendre un peu, mais vous allez voir, c'est très simple. Il y a comme une espèce de loi qui dit que plus que l'articulation est mobile, bien, plus, en fait, il y a une relation inverse qui va unir la mobilité de l'articulation à sa stabilité. Donc, quand on parle de stabilité, ça veut dire, en fait, sa capacité à maintenir l'articulation sans se défaire ou se déboîter. Donc, plus que l'articulation est mobile, plus qu'une faible stabilité. Donc, et ça va de soi. En fait, si je prends ce dessin-là qui illustre bien la situation, en fait, j'aime bien la flèche ici, c'est très clair. Donc ici, on vous parle vers le bas que l'articulation est mobile, donc moins stable. Ici, très stable, mais elle ne bouge pas. Fait que si je compare, par exemple, l'épaule, okay, donc ici, on a une articulation très mobile pour les amplitudes du bras, bien, elle est moins stable. Ça veut dire qu'on pourrait... Vous êtes familier avec le concept de déboîter l'épaule. Donc, évidemment, ça veut dire que la section ici va sortir de l'articulation. Et plus qu'on fait des mouvements à grande amplitude,
Donc, c'est une articulation ici qui permet une grande amplitude de mouvement, mais plus qu'il y a de risque de se déboîter l'épaule, plus qu'il y a un risque de défaire l'articulation. Mais si je compare à l'autre extrême, les sutures au niveau du crâne, ça ne bouge pas, on ne peut pas se déboîter d'un os du crâne. On peut le fracturer, mais ici, il y a beaucoup plus stable, beaucoup moins de risque de défaire cette articulation-là. Et on a tout le phénomène intermédiaire. Donc, quand je suis en semi-mobile, c'est plus stable que la mobile, mais il y a un risque possible, il y a moins de stabilité que les articulations immobiles. Et on voit bien ici, chez la dame qui fait de l'alpinisme, ici, on a les 3 types d'articulation. Et là, on se rend compte, exemple, on vous illustre ici, l'épaule qui travaille très fort, mais c'est une articulation de type synovial. Grande amplitude de mouvement pour les bras et tout ça, ça bouge à peu près dans toutes les orientations, dans les axes, mais moins stable, évidemment. Même chose pour les genoux, moins stable que ce qu'on pourrait observer au niveau du crâne. Donc, c'est le seul concept, en fait. Le gros de votre travail, c'est de vous familiariser avec les termes, la classification des articulations, la définition d'une articulation qui est assez simple, et de comprendre qu'il y a une relation inverse entre la mobilité, le degré de mobilité d'une articulation et sa stabilité, bien sûr. Sur ce, ça conclut notre petite capsule qui était plutôt courte. Et bonne nouvelle, ça conclut aussi le système squelettique. Donc voilà, vous savez tout ce que vous devez savoir sur le système squelettique pour le prochain examen. Alors je vous souhaite une bonne étude et à très bientôt.